Bonjour, bonsoir. Nous avons aujourd'hui une nouvelle opportunité de discuter sur un sujet très, très intéressant. Nous avons l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'exception pour parler de relations enfants-parents. Et particulièrement, nous allons aborder le thème de la bienveillance. C'est quoi la bienveillance? C'est quoi son importance? Et comment est-ce que cette bienveillance et même le respect que ça implique peut être déployé dans notre relation avec nos enfants? Comment est-ce qu'on va en faire la promotion afin que les enfants que nous avons aujourd'hui puissent être des hommes et des femmes qui vont tenir en main la société de demain? Mon invité de ce jour va répondre à un ensemble de questions, nous apporter un ensemble d'éclairages pour que nous puissions intégrer et vivre au quotidien cette bienveillance-là. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Patrick Ndiapa, catalyseur de vie prospère. Je suis 2 fois auteur et mon rôle, c'est de vous aider à faire de votre famille votre priorité. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer. Virginie, bonsoir. Bonsoir Patrick. Écoute, c'est un vrai plaisir de t'avoir ici aujourd'hui et d'avoir cette opportunité de discuter sur un thème qui est, à mon sens, très, très intéressant, la bienveillance. Avant d'aller un peu plus loin dans le sujet, je voudrais qu'en quelques mots, tu puisses dire à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, qui est Virginie? Alors moi, je suis thérapeute coach de vie, auteur, comme toi. Mhm. Alors, et pour me définir un peu plus exactement, je dirais que je suis une personne qui n'a pas forcément bénéficié du respect et de la bienveillance, mais j'ai appris, moi, justement, enfin, ça me tenait vraiment beaucoup à cœur de ne pas reproduire un schéma qui soit irrespectueux ou malveillant. Et parce que c'est quelque chose que je ne supporte plus, le manque de respect ou la malveillance. Et je suis intimement convaincue, pour l'avoir vécu, que bien souvent, ça commence dès l'enfance. Et si nous-mêmes n'avons pas bénéficié de bienveillance ou de respect, soit on va devenir extrêmement bienveillant, extrêmement respectueux, même des fois à l'extrême, ou alors au Mhm. contraire, on va rester des personnes qui vont avoir du mal à l'être, parce que aussi notre système éducatif ne nous apprend pas la bienveillance. En fait, nous ne sommes pas dès tout petits, nos apprentissages ne nous amènent pas à développer ces capacités qui sont intrinsèques à tout être humain. Tout le monde peut être dans la bienveillance. On a tous le potentiel pour l'être, mais notre éducation, nos apprentissages ne nous apprennent pas ça. Absolument. Écoute, Virginie, tu viens de placer le décor en te présentant. Tu nous as dit ce que c'est, enfin, tu nous as donné une idée de la bienveillance. Et je voudrais embrayer tout de suite là-dessus pour poser la question suivante. Comment est-ce qu'on pourrait définir bienveillance de façon assez simple pour que chacun puisse se retrouver là-dedans? C'est quoi la bienveillance en fait? Alors pour moi, pour être bienveillant, il est important d'être empathique. C'est-à-dire que si nous sommes empathiques, donc si nous avons la capacité à écouter l'autre, à essayer de comprendre ce qu'il vit, ce qu'il ressent, nous sommes plus à même de l'accompagner en étant respectueux de son ressenti et de ses besoins aussi. Et ça, dès la petite enfance. C'est-à-dire que dans les enfants, si nous prenons, quand ils ont une colère, si on prend le temps de se dire, d'être à l'écoute de pourquoi ils ont cette colère, parce que souvent on le sait, il a une colère parce qu'on lui a dit non. Mais qu'est-ce qu'il Oui. ressent? Qu'est-ce qu'il ressent, l'enfant? Donc il faut pouvoir lui dire, ben voilà, ça c'est pas possible, c'est non. Par contre, qu'est-ce que je peux t'apporter à ce moment-là pour que tu apaises ta colère? Alors, dès tout petit, ben, c'est soit tu vas aller jouer dans ta chambre 10 minutes, tu vas aller te calmer. Voilà, tout simplement. Et puis, parce que ça nous permet à nous parents de nous calmer aussi. Parce que pour être bienveillant, il faut déjà essayer d'être calme soi-même. Si on s'énerve, ça va être difficile d'être dans la bienveillance, être dans l'écoute.
d'accord? Ok. Et puis après pouvoir aller voir l'enfant et lui dire: «Ben voilà, écoute, j'ai compris ta colère, je l'ai entendue. Par contre, j'ai pas pu satisfaire ton besoin et comment je peux t'accompagner pour que la prochaine fois, tu puisses agir différemment. Parce que souvent, on est en mode réactionnel, il faut nous apprendre à agir. Par exemple, c'est le cas, on est plus à même de juger un résultat. On va toujours dire à l'enfant, tu as une mauvaise note, tu n'as pas rendu service, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, plutôt que de dire comment je peux t'accompagner pour le faire. Est-ce que tu as besoin d'une aide extérieure? Est-ce que tu as besoin que je te donne du temps? Est-ce que tu as besoin de façon à l'impliquer dans ce qu'il à être responsable, à être acteur lui-même de ce qui va être bon pour lui. Car pour être bienveillant, il faut déjà être bienveillant avec soi-même, bienveillant avec les autres. La description que tu viens de faire, j'imaginais une maman qui, après avoir eu cet échange avec son enfant, le, il la retrouve dans la chambre pour lui, justement lui dire, j'ai écouté, je sais que tu es fâché et autres. Entre guillemets, je vois ça facilement, mais j'ai l'impression qu'avec les hommes, c'est un peu plus difficile. J'ai l'impression qu'ils ont comme cette sensation que si je descends à ce niveau-là, je suis un peu faible. Est-ce que la bienveillance est vécue de la même façon chez les hommes que chez les femmes? À ton Oui, avis, avec l'expérience d'accompagnement que tu as? je dirais oui, parce que vous avez des hommes qui ont une certaine sensibilité, comme Mhm. vous avez des femmes qui ont une certaine sensibilité, comme vous avez des femmes qui sont très dures et des hommes qui sont très durs. Ça, c'est aussi le vécu du parent. En Oui, fonction du vécu du parent, c'est-à-dire que si les parents ont développé une certaine sensibilité, ont eux-mêmes eu des souffrances, ils vont peut-être être attentifs, ou en tout cas essayer de faire différemment. Ou alors reproduire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et reproduire, et dans ce cas-là, on est fermé, c'est le schéma parental, on doit obéir, etc. Sincèrement, pour s'ouvrir à la bienveillance, c'est vraiment changer, prendre du recul sur tout ce qu'on a entendu, mais depuis plusieurs générations. Je pense que notre inconscient collectif joue beaucoup pour aller vers la bienveillance. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience de l'inconscient collectif pour voir quelles sont euh, les étapes pour accompagner à l'apprentissage de la bienveillance, de l'empathie, de l'écoute. Or, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a jamais été pratiqué parce que dans l'inconscient collectif, il faut être dur. Par exemple, je comprends tout à fait qu'en tant qu'homme, vous me posiez cette question-là, parce que l'homme, c'est celui qui n'a pas le droit de pleurer, c'est celui qui n'a pas le droit entre guillemets, d'être faible. Donc, autrement dit, d'exprimer des émotions. oui, oui, tout à fait, Voilà. tout à fait. Alors qu'une femme, on va un peu plus l'autoriser, même si dans l'inconscient collectif, le fait malgré tout, pour une femme, des fois, d'exprimer ses sentiments, c'est aussi la montrer comme vulnérable, faible. Enfin, il y a un mauvais regard de ça. Or, nos émotions, si elles existent, elles ont leur raison d'être. Toute émotion, Absolument. sinon, elle n'existerait pas. D'accord? Donc, c'est pas ne pas. Il faut au contraire nous reconnecter à nos émotions pour pouvoir les accueillir et les accepter. Et c'est parce qu'on va accepter nos émotions qu'on va déjà commencer à être bienveillant avec nous-mêmes. Oui, j'ai eu une colère, oui, j'ai eu une tristesse, oui, j'ai le sentiment d'être rejeté, oui, j'ai le sentiment de ne pas avoir bien fait à un moment donné. Donc, autrement dit, accepter l'imperfection pour pouvoir être bienveillant avec soi-même et se dire, bon ben voilà, là j'ai peut-être pas eu l'attitude ou le bon comportement, mais qu'est-ce que je peux faire pour me redonner du respect et donc, autrement dit, être bon avec moi-même. Et ça Mhm. passe par soi, c'est-à-dire que pour, le, pour être bon avec son enfant, il faut déjà commencer à être bon avec soi-même. Parce que c'est parce qu'on est bien avec les autres, parce qu'on est bien soi-même. Donc, ça implique le parent. Le parent, il rentre du travail, admettons, pour reprendre un exemple concret, il rentre Oui. du travail, il s'aperçoit que l'enfant, il n'a pas fini ses devoirs, ou l'enfant est fatigué, comme le parent, etc. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, on peut s'énerver après son enfant. C'est, voilà, on peut s'énerver après son enfant, mais ce qui est important, c'est tout de suite pouvoir se dire, bon, là, moi-même, je m'énerve, c'est pas très bon forcément pour moi, ça va pas être bon pour lui, donc je me pose, voilà, et puis après, on s'aborde un dialogue avec soi-même. Qu'est-ce que je peux faire là à l'instant pour être plus calme, plus apaisé? Et quel est mon besoin? J'ai besoin d'être tranquille 10 minutes, le temps de rentrer. J'ai besoin aussi que mon enfant, plutôt que de crier quand il arrive, qu'il se calme un peu aussi. Donc, on va essayer de trouver une activité où chacun va faire 10 minutes quelque chose, chacun va redescendre la tension
la tension du moment où chacun est fatigué, chacun va aller s'apaiser et après on en rediscute et on dit, ben voilà, maman s'est énervée, papa s'est énervé, écoute, à l'instant T, j'ai fait au mieux avec les moyens qui étaient les miens, mais ce n'est pas contre toi, c'est contre la situation. Je te sais toi aussi fatigué, par exemple, de ta journée. Je sais aussi que c'est pas facile, que je te demande des choses alors que tu en as déjà fait beaucoup depuis ce matin. Ben, écoute, c'est comme nous. Donc, comment on peut faire? Alors, ça peut être faire un planning pour que, ben, justement, chacun soit pas dans tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais chacun sait les tâches qu'il a à faire quand il rentre. Euh, il y a tout un tas de... En fait, il y a plein de petites choses à faire parce que dans une maison, dans les relations avec les parents, enfants, c'est que tout le monde a plein de choses à faire en fait. Et l'enfant, dans son jeu, il veut pas l'arrêter. Le parent, lui, il sait que c'est l'heure de manger parce que derrière, il faut aller se coucher. Tout le monde a son cadre et ses limites. Il y a un Ok, cadre, tout le monde, ça fonctionne. Mais après, c'est comment, dans ce cadre, quelles sont les limites de chacun et comment chacun peut être responsable de son mieux-être pour le mieux-être de tous. Et c'est vrai absolument, que absolument. voilà, c'est pour ça que, alors ça peut paraître un peu brouillon la manière dont je le dis parce que c'est un sujet très vaste. Donc j'essaie de partir, je voudrais partir d'un cas concret. C'est pour ça que je parlais de l'histoire des devoirs. Bon, les parents sont fatigués, il faut en plus faire les devoirs. Bon, peut-être qu'on peut mettre un planning, dire voilà, le lundi, ben, tu termines plus tôt, donc peut-être tu peux commencer tes devoirs tout seul et puis moi je vais te revoir après. Ou alors le lundi, ben, c'est maman qui va regarder tes devoirs, mardi c'est papa. Voilà, il y a moyen, voilà, faire un planning. L'enfant, par exemple, il est fatigué, il n'a pas envie de débarrasser sa table après manger, c'est dire, bah voilà, le lundi, c'est toi qui débarrasses la table, mardi, c'est maman, enfin, ou alors on fait ensemble. Mais il est impératif de poser un cadre, et je trouve que l'histoire, par exemple, d'un planning, où chacun peut, en fonction de ses besoins, euh, cadre les choses, c'est déjà s'apporter de la bienveillance. On Absolument. demande sans tenir compte des besoins de chacun. Donc, il faut être à l'écoute du besoin de chacun. Et ça passe par comment je peux m'accompagner, moi, à être mieux quand je rentre de mon travail pour être mieux avec mon enfant. Et c'est aussi lui poser la question à l'enfant, comment je peux t'accompagner dans une difficulté qui a été la tienne, voilà. Ou quand l'enfant rentre parce qu'il a été contrarié à l'école, comment je peux t'accompagner pour transformer cette émotion? Qu'est-ce que tu peux faire de ça? Qu'est-ce que tu apprends de ça? Donc, ça passe par du calme, beaucoup beaucoup de calme, beaucoup d'écoute, de politesse aussi. Et puis savoir complimenter nos enfants. Parce que le problème, c'est qu'on voit toujours ce qui ne va pas et on ne voit jamais ce qui va bien. Donc c'est aussi une occasion de complimenter nos enfants, dire voilà, là tu n'as peut-être pas eu bon comportement, moi non plus, mais là je suis content de toi. La bienveillance, c'est aussi tous les soirs dire à nos enfants, eh bien écoute, aujourd'hui je suis fière de toi pour ça. Je, je, Absolument. je, c'est voir ce qui n'a pas été, mais c'est voir aussi ce qui a été. Et souvent, on reste que sur le négatif. Mhm. Et ce que je Moi, pour retiens moi, aussi, la bienveillance, c'est alors vis-à-vis de soi, c'est-à-dire aussi se dire, ben, parce que nous, en tant que parents, on voit toujours ce qui n'est pas fait, mais on voit pas ce qui, enfin, plus exactement, on voit toujours ce qui reste à faire, mais on a occulté tout ce qu'on a fait depuis le matin. Donc déjà oui. ça, voilà, donc ça, c'est déjà nous-mêmes être bienveillants en disant, ben voilà, oui, mais j'ai fait ça aujourd'hui. Et avec nos enfants, c'est pareil, dire, voilà, écoute, ça n'a peut-être pas été parfait, mais là, moi, je suis contente pour ça. Et il faut que les enfants s'endorment le soir sur quelque chose de positif. Mhm. Ce que je suis en train de comprendre, c'est que justement la bienveillance est telle que ce, ce qu'on veut voir chez l'enfant, en fait, correspond à ce que nous devons être. C'est-à-dire que si on veut que cet enfant soit bienveillant, il faut que nous-mêmes nous soyons déjà des bienveillants pour pouvoir transmettre ça à l'enfant. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'idée de la responsabilisation. C'est-à-dire qu'on a cette conversation et c'est bien parce que demain, l'enfant comprendra quand il y a une situation, on ne s'emporte pas, même si on s'emporte très rapidement, on passe là-dessus et on s'arrête pour se demander qu'est-ce que je fais, c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce que je fais prochainement. Donc, l'idée de se responsabiliser, de dire par exemple, aujourd'hui je fais la vaisselle, demain c'est l'autre et après ainsi de suite, ça commence à introduire l'enfant dans ce système de pensée, d'organisation et autres là. Donc, moi j'ai beaucoup aimé ça et ça me pousse à poser la question suivante. La question de la présence. On nous encourage beaucoup à vivre le moment présent. On nous encourage à être présent. Un papa, une maman qui rentre du travail après sa journée de travail. L'enfant aussi rentre de l'école après sa journée d'école. Et on peut se retrouver irritable d'un côté comme de l'autre.
comment être présent ici? Parce que j'ai souvent l'impression que c'est pas évident d'être présent. C'est pas souvent évident parce que nous, adultes, on a la charge de la journée qu'on vient de terminer. En même temps, on pense à nos factures qu'on n'a pas encore payées, on pense à telle situation qu'on n'a pas encore gérée. Ça crée un flou, un cafouillage dans notre esprit. Comment vivre cette présence-là de manière à favoriser un état, un esprit de bienveillance dans sa famille, dans sa maison? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, mais je vais quand même rebondir avant sur quelque chose que vous avez dit. Malgré tout, être bienveillant, justement, c'est que il faut se dire que notre enfant n'est pas nous et que nous ne sommes pas nous. Donc, il ne faut pas penser pour eux. C'est-à-dire qu'il faut nous détacher de ce que nous avons vécu parce que l'enfant ne vit pas les mêmes choses. Il n'est pas à l'époque, on est des êtres évolutifs dans un monde évolutif. Donc, notre enfant ne vit pas les mêmes expériences que nous. Donc, ça, c'est déjà important. Donc, il ne faut pas projeter sur son enfant ce que nous n'avons pas voulu, etc. Et pour revenir à la notion de présence, en fait, il est important de se réapproprier la qualité avant la quantité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a extrêmement peur, si nos enfants s'ennuient, ils ne seront pas performants. On a la peur du jugement de mauvais parents, si je n'ai pas fait assez ci, assez ça, etc. Et du coup, ce qui fait qu'on veut être au top dans tout et pour tout le monde. Or, ça, c'est pas possible. Donc, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le calme, il est aussi un moment de se dire qu'il y a des moments où l'enfant doit être seul, jouer, apprendre à jouer tout seul. Et il y a des moments où le parent doit aussi dire à l'enfant, ben là, j'ai besoin voilà, de ce temps-là. Et quand ce temps-là sera défini, je reviendrai vers toi. C'est-à-dire que c'est important aussi pour le pas. Vous dites, je pense à mes factures. Mais justement, là, quand on n'est plus dans l'instant présent. Donc, il est important, voilà, donc c'est important que on se dit, ben, là, c'est mon temps pour mon enfant, donc mes factures, je vais le faire après. Donc, en fait, c'est une vigilance. Je dirais que c'est un état d'esprit. Il faut toujours être dans l'état d'esprit, de vivre, de poser l'intention d'être dans Présent. l'instant présent. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et avec bienveillance. C'est-à-dire que si j'ai l'état d'esprit en me disant, ben voilà, quand je suis avec mon enfant, je dois être avec mon enfant, mais je sais que je ne dois pas lui consacrer tout mon temps. Parce que l'enfant, il faut qu'il comprenne que les parents, au même titre que lui a des choses à faire, les parents ont des choses à faire. Au même titre que lui a des envies, ses parents ont des envies. Et ils peuvent être très différents de ceux des parents. Parce que l'enfant est un être unique, au même titre que le parent est un être unique. Donc, si l'enfant adore aller au foot et que le parent n'aime pas ça, il y aura un temps pour aller au foot où on le délègue au camarade, à un parent qui aime ça, et puis on récupère notre enfant après. Pendant ce temps-là, nous, on va faire nos factures. Plutôt que de vouloir tout, c'est mon enfant, je veux absolument que je l'accompagne là, que je fasse ci, que je fasse ça. Alors qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. Voilà. Oui, tout à fait. En fait, il y a des solutions pour tout, mais c'est important de se détacher, c'est pas vouloir faire toujours comme nous, on voudrait que ce soit. C'est-à-dire que notre enfant est une personne différente. Donc, il faut savoir l'écouter et trouver des solutions pour satisfaire ses besoins. Donc, il faut aussi apprendre à déléguer en tant que parent. Absolument, absolument. Et Absolument. vivre l'instant présent, c'est vraiment ça, c'est se dire que quand je suis à un moment donné, mes factures, il faut définir le moment où je vais le gérer. Si on a dit mes factures, je les ai à payer, mais que si j'y pense maintenant, ça va pas les régler. Il va falloir que je m'accorde un temps pour ça. Donc, je vais positionner ce temps-là, et puis je l'écris quelque part, et je m'oblige ce temps-là à le faire. Absolument. Non, je Absolument. ressasse le temps qu'il y a des factures, et puis pendant ce temps-là, l'enfant écrit parce que, voilà. Donc non, il faut pouvoir dire à l'enfant, à tel moment, je vais faire mes factures, et toi, à ce moment-là, tu vas faire autre chose. Valoriser Absolument. l'enfant dans autre chose. Le problème, c'est qu'on veut tout faire tout en même temps, et du coup, il faut que l'enfant, il soit, à entre guillemets, si je fais mes factures, tu viens pas me déranger. Mais si on ne lui a pas expliqué, il va pas. Voilà, si on n'a pas donné autre chose avant ou qu'on va donner autre chose après, même si on ne fait pas les choses par intérêt et qu'il n'y a pas de chantage, il faut savoir expliquer à l'enfant, écoute, pendant que je fais mes factures, toi tu fais tes devoirs ou tu fais ton jeu, mais après, par contre, on va faire ça ensemble. Et c'est d'autant plus important que la frustration que cet exercice de travail ou ce travail sur les factures peut générer, si on le fait en même temps qu'on s'occupe de l'enfant, on peut transférer cette frustration-là sur l'enfant et très facilement. Or, si on sépare les choses,
Ça fait que, bon, on est dans un cas bien précis, on gère les factures, on gère les émotions qui vont avec et tout ça. Et quand on a fini, on dit, OK, je tourne la page, je me concentre sur autre chose. Et avec la pratique, ça s'installe. Une question que je voudrais aussi poser, c'est, parce que quand on dit bienveillance, on peut simplement voir le côté, comment je vais dire ça, euh, facilité, non, non, pas facilité, on est un peu laxiste. Est-ce que bienveillance ne peut pas aussi aller, je pense qu'on a évoqué ça au départ en parlant de cadre, est-ce que bienveillance ne peut pas aussi aller avec une certaine fermeté, une certaine définition des cadres pour savoir qu'ici on fait ceci et là on peut tolérer cela? Oui, parce que la bienveillance, c'est pas du tout être laxiste. Être Mhm. bienveillant, c'est être, j'ai bien dit que c'était dans l'écoute de chacun. Oui, Donc, c'est écouter soi et pour pouvoir écouter l'autre. D'accord? Satisfaire ses besoins pour pouvoir satisfaire le besoin de l'autre, lui apporter quelque chose et que chacun soit contributeur et responsable. Donc, c'est tout ce fait laxiste, c'est une prise de conscience que si soit on subit les choses, soit on pose un acte. Et on pose un acte qui va être bienveillant. Et la bienveillance, c'est être dans la compassion de l'autre. C'est pouvoir lui. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que la compassion? C'est pouvoir accompagner l'autre, justement. hmm, Et super. c'est surtout pas aider parce que le risque qu'on a en tant que. Où on pourrait être dans la. C'est qu'on va faire à la place de l'enfant. Parce que Absolument. justement, si l'enfant va, ça va pas aller assez vite, etc. Donc du coup, je vais faire moi-même. Donc là, il y a une forme de laxisme parce que l'enfant, du coup, il est plus responsabilisé ou il n'a pas conscience que de, 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 de ce qui se passe pour ses frères et sœurs, de ce qui se passe pour ses parents, enfin, de ce qui se passe pour ses camarades. Donc au Absolument. contraire, la bienveillance, pour moi, c'est tout sauf être laxiste parce que ça demande une responsabilisation, justement. Super, super. Écoute, c'est un très bon sujet. Il est assez large, il est assez vaste. On n'aura pas tout le temps d'entrer en profondeur. Je- Non, je- parce qu'il faudrait des exemples concrets, qui serait intéressant peut-être suite à cette. Voilà, c'est que des gens puissent envoyer quelques exemples comme les factures, etc. Dire comment être dans la bienveillance dans une situation bien précise. Parce que là, c'est vrai que ça reste très vague. J'ai essayé de l'expliquer avec quelques exemples, mais c'est vrai que concrètement, dans chaque situation où on a l'impression de ne pas bien faire, il est très important d'être bienveillant avec soi-même. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est ce qui va nous permettre d'être bienveillant avec les autres. D'accord, d'accord. Écoute, je Donc, voudrais chaque situation, il y a une embrayer un possibilité peu. de bienveillance. Et la bienveillance, c'est impossible à chaque instant. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Super. Ouais. Ça, c'est aussi important de remarquer, de le signaler. Je voudrais embrayer un peu vers la troisième rubrique de notre conversation d'aujourd'hui. Et pour l'introduire, je voudrais poser la question suivante. Quand on présente Virginie, on voit thérapeute et coach. Est-ce que ce n'est pas deux approches différentes? Ou alors c'est Virginie qui réussit à mettre les deux approches différentes là en un tout? Alors, c'est très intéressant comme question parce que j'ai une formation de psychothérapeute, et la formation, enfin, j'ai pas de formation de coaching à proprement parler, mais dès que j'ai commencé à accompagner des personnes, elles m'ont toutes dit, et je m'entends encore tous les jours, ah, ce qui est formidable avec votre accompagnement, c'est qu'en plus, vous êtes coach de vie. Voilà, vous nous donnez l'envie, vous nous boostez. Donc, c'est Mhm. vrai que c'est quelque chose que moi, j'ai assemblé parce que, c'est pas que je l'ai assemblé, c'est que ça s'est fait naturellement. Ça fait Naturellement, oui. partie de moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est intrinsèque à moi. Je ne sais pas comment, c'est difficile de dire ça avec les mots, mais en tout cas, je ne me suis pas forcée à faire ça. Ça se fait tout seul, en fait. D'accord, d'accord. Voilà, Et c'est ce que les gens me renvoient. Donc, c'est que ça veut dire que spontanément, je véhicule ça. Voilà. ça marche. Et il y a aussi un thème qui revient très souvent, changer son regard. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors effectivement, moi, c'est changer son regard, donner du sens. Pour moi, c'est très important. Parce que justement, dans toute situation, si on ne change pas de regard, on risque de perdre le sens. D'accord? Et parce que tout parent, parce qu'on est dans ce cadre-là, tout parent, comme les enfants, tout le monde veut faire bien. On n'est pas intrinsèquement mauvais.
Et ce qui fait qu'on va changer son regard, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir se dire, bah là, j'ai pas été dans la perfection, mais je peux faire autrement. Et changer son regard, puisque vous parliez tout à l'heure de mon côté thérapeute, c'est pour apporter à nos enfants, il faut d'abord s'apporter à soi-même. Et c'est vrai que si on change son regard déjà sur son vécu, sur ses propres apprentissages, ne serait-ce que ça, ben, ça permet, par exemple, avec la psychogénéalogie, de se libérer de schémas répétitifs qui datent de nos ancêtres. Mais c'est aussi, enfin, moi je travaille aussi avec le dessin pour tous les mécanismes de fonctionnement, parce que tel qu'on a perçu notre enfance, et ben, c'est ce qui fait qu'on agit aujourd'hui encore comme ça. Donc si on peut changer notre regard sur ce qu'on a ressenti, nous enfants, sur ce qu'on a vécu, on va pouvoir faire autrement. Donc autrement dit, adopter des attitudes et des comportements qui vont nous aider à un état d'esprit beaucoup plus positif et donc beaucoup plus bienveillant. Ou je dirais plus exactement, un esprit qui va nous ouvrir à la bienveillance, à l'empathie sur notre propre vécu, et c'est ce qui va nous générer un état d'esprit positif qui va nous permettre d'accompagner à l'empathie et à la bienveillance. Ok, ok. C'est pour ça que j'écris. D'ailleurs, moi, j'ai créé un outil Changer son regard, parce que dans toute thématique de vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans toute situation de vie, si on change son regard par rapport à notre attitude, notre comportement, si on comprend, après on donne du sens, donc si on comprend pourquoi on interagit comme ça, on peut du coup se positionner, donc se sentir à sa place, s'affirmer sans s'imposer, tout en étant dans l'empathie de l'autre et dans la bienveillance de l'autre. Donc c'est vrai que c'est vraiment le sens de mon accompagnement, et je pense d'ailleurs, quand j'accompagne un enfant, je demande souvent en même temps accompagner le parent, parce que l'enfant, il est miroir de son parent. Voilà. Donc il y a un effet miroir entre parents et enfants. Donc c'est très intéressant pour le parent qui souvent dit bah, mon enfant il a ça, etc. C'est très important aussi d'accompagner le parent en même temps. Voilà. Absolument. Absolument. Et c'est Écoute, pour ça que changer son regard, pour moi, c'est indispensable de changer notre regard. Dès que quelque chose nous dérange, il faut changer. Changer son regard, c'est élargir son horizon. C'est-à-dire que plutôt que de se dire, ben voilà, c'est comme ça, c'est essayer d'avoir d'autres sources d'informations, de trouver d'autres solutions. Donc, autrement dit, s'ouvrir à quelque chose, voire plus large que son périmètre, tout en ayant un cadre. C'est parce qu'on va s'ouvrir qu'après, on pourra, en fonction de soi, définir un cadre et en se connaissant, connaître ses limites. Mais c'est important de toujours avoir l'esprit ouvert. Rien n'est fermé. super, super. Virginie, je vais te remercier pour ce moment d'échange très, très, très riche. On aura peut-être plus tard l'occasion d'avoir d'autres sujets à discuter ensemble. Mais Mais bien sûr. avant, merci beaucoup et je voudrais inviter les uns et les autres à visiter le site web de Virginie, hein, www.changer-son-regard.fr pour en savoir un peu plus. Si vous avez du mal à la contacter, faites-moi signe. Je pourrai toujours vous rediriger. Merci encore, Virginie, d'avoir pris la peine de discuter avec C'est moi. moi qui vous remercie, Patrick. C'est moi qui vous remercie d'avoir été à l'initiative de pouvoir partager sur le respect et la bienveillance. D'accord. C'est un vrai plaisir et on reste en contact. Bien sûr. À bientôt, Allez, Patrick. à très bientôt. Bye bye.